Bonjour tout le monde. Il y a quand même quelques visages que je ne connais pas, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Guillaume Saint-Onge, je suis directeur de l'Institut des sciences de la mer ici, à l'ISMER, et puis là j'ai le plaisir de vous présenter Martin. Donc j'ai reçu une petite biographie de Martin, donc je vais vous dire les grandes lignes. Donc Martin aujourd'hui est PDG de la Zone Bleue. Donc, c'est vraiment la zone d'innovation qu'on est en train d'essayer de développer à Rimouski quand même depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, 4 ans déjà, donc en partenariat avec l'UQAR, l'ISMER, puis aussi plein de partenaires, y compris la ville de Grande-Rivière en Gaspésie. Titulaire d'une maîtrise en chimie des protéines et d'un doctorat en physico-chimie des polymères, donc de l'Université Laval, Martin est membre du Comité de développement régional d'investissement Québec. Avant sa nomination à la tête de la Zone Bleue, donc ça c'est notre zone d'innovation qu'on est en train d'essayer de développer ici, Martin a été PDG de la Société de promotion économique de Rimouski, donc super. Il a également été président du conseil d'administration de Technopole Maritime du Québec, donc TNQ, directeur des opérations à Innovactive et coordinateur à la recherche au centre de recherche Nestlé, donc à Lausanne, en Suisse. Martin est également conseiller scientifique pour différents organismes de recherche canadiens et membre de nombreux conseils d'administration, dont la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Martin siège aussi comme président de notre conseil de l'ISMER. Et Martin a effectué différents séjours de recherche au département de Food Science de l'University of Guelph au Canada, puis University of Georgia aux États-Unis. Donc, Martin, sans plus tarder, on te laisse nous présenter tout ce bel écosystème de recherche dont Novarium. Puis là, je vais faire monter un peu le niveau de pression. Enfin, je ne répondrai pas tout de suite à ta question. Je vais commencer par présenter Novarium. Puis évidemment, on ne peut pas passer à côté aussi. Là, je vais vous donner un survol de c'est quoi le projet de zone d'innovation qui peut être abstrait pour vraiment des gens. Mais premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'intérêt. Je pense que c'est un signe que sur un des volets qui est extrêmement important dans ce qu'on fait, l'innovation, les chercheurs, la recherche, la formation des étudiants gradués, ce qu'on fait vous intéresse. Donc, je vois ça comme extrêmement positif aujourd'hui. Je vais commencer avec Novarium. Certains d'entre vous peuvent dire, c'est quoi la bébelle que de l'autre côté de la rue? Parce que beaucoup de gens ont vu l'extérieur du bâtiment, mais ils n'ont pas vu l'intérieur. Ceci étant dit, vous venez quand vous voulez visiter. Rodrigue est là. J'ai perdu Rodrigue. Ah oui, Rodrigue prend des photos. Si vous voulez, faites-moi signe, faites signe à Rodrigue si vous voulez venir visiter, venir faire des rencontres. C'est d'abord et avant tout Novarium, un outil de diffusion, partage de l'innovation. Donc, vous pouvez venir quand vous voulez, ça va nous faire plaisir. Novarium, si on veut mettre le petit carré de sable, c'est un accélérateur qui est dédié à l'économie bleue. C'est vraiment une toute petite portion. On entend parler beaucoup d'incubateurs. Vous en faites ici avec Entrepreneurial UQAR, qui vraiment dans les premières étapes de démarrage d'une entreprise. Nous, si on le fait en partenariat, le volet accélération, c'est vraiment quand l'entreprise commence à penser peut-être avoir des clients ou elle a déjà des ventes. Donc, on arrive un petit peu plus loin dans le cheminement de ce côté-là. Pourquoi on a pris cette position-là? C'est que je parlais d'entrepreneuriat UQAR, mais il y a 2 degrés, il y a SIC Momentum à Montréal, il y a Santec qui en font déjà l'accélération, l'incubation. Donc, nous, on ne voulait pas non plus refaire ce qui est fait ailleurs, on voulait venir combler un manque, puis on a réalisé que l'accélération était problématique dans le filière de l'économie bleue. Donc, Novarium, c'est un peu le bâtiment, c'est la coquille. Puis après, je vais vous parler des programmes d'accompagnement qui s'appellent FLOW. Donc, notre vision, ce qu'on veut faire avec vous, on l'espère, c'est un campus d'innovation dédié à l'économie bleue dans le top 5 mondial d'ici 2025. C'est ambitieux. Ceci étant dit, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui en faisaient, comme on dit des fois, le soir et les fins de semaine. Mais il n'y avait personne qui était dédié à l'économie bleue. Il n'y a personne qui avait accès à l'expertise qu'on a ici à Rimouski. On se rend compte qu'on répond vraiment à besoins réels. Quand je vais vous montrer les métriques des entreprises qu'on a accompagnées dans la dernière année, vous allez comprendre qu'il y a une place à prendre et qu'on se donne tous les outils pour aller la chercher. Mission, j'en ai parlé, donc c'est l'accélération de la commercialisation
et de l'innovation industrielle dans le secteur de l'économie bleue. Donc, nous, on n'a pas la prétention de faire de la recherche. On vous laisse ça, vous le faites très bien. Vous avez démontré au fil des ans que votre expertise est là. Nous, on vient vraiment faire le trait d'union entre une innovation chez vous, une innovation dans un centre de recherche, une innovation dans un CCTT et une entreprise qui est en émergence. C'est vraiment là qu'on va travailler. Notre réseau, vous avez entendu différentes annonces. On se déploie hors Québec. On pense qu'il y a de l'expertise, mais on pense aussi qu'il y a des startups qui ont un intérêt pour ce qu'on fait au Québec. Donc, comme vous voyez, évidemment, Halifax, avec l'Ocean Supercluster et certains projets que vous avez ici, Montréal, où l'écosystème de financement, d'accompagnement d'entreprise est très présent. On vient d'annoncer aujourd'hui un partenariat stratégique avec le port de Québec, Los Angeles. Les liens historiques que vous connaissez avec la Bretagne, Brest, qui est très fort, qu'on a signé en dernières années, Marseille, Monaco. On a signé début d'automne Lisbonne. Et là, vous avez comme une primeur. Là, on va garder ça pour vous, là, mais la semaine prochaine, on annonce une entente stratégique avec le port de Barcelone aussi. Donc, comme vous voyez, on essaie de rayonner hors Québec. Vous le faisiez déjà avec vos étudiants, avec vos partenariats de recherche. Puis là, nous, on veut faire exactement le même modèle avec les entreprises. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que chaque fois qu'on rencontre une entreprise ou un centre de recherche sur ces sites-là, il y a toujours quelqu'un dans l'équipe qui est passé à Rimouski, qui est passé à l'ISPER, qui est passé à l'UQAR, travaille des dossiers avec Guillaume, qui dit « Oh oui, cette personne-là a dû faire un postdoc à Rimouski en 1997. Oh, OK, cette personne-là a eu ce professeur-là en co-direction. » Donc, vous faites partie aussi de notre capacité à se déployer hors Québec. Je vous disais qu'on répond à un besoin. C'est ce qu'on a livré plus ou moins dans la dernière année. On a accompagné 40 startups. Ce qui est important de dire, c'est que oui, on est présent à Rimouski, mais on a un mandat national et même hors Québec. Donc, dans les startups accompagnées, oui, il y a des entreprises locales, il y a des entreprises de Sherbrooke, des entreprises de Waterloo, Ontario. Donc, la portée de l'économie bleue est vraiment nationale. Le taux de survie des entreprises, 94 %, ce qui n'est pas mauvais, parce que y a plusieurs autres incubateurs, accélérateurs qui ont des taux beaucoup plus faibles que ça. Et deux indicateurs qui sont extrêmement intéressants. C'était la capacité de ces entreprises-là à se financer. Donc, le 55 millions que vous voyez là. Et pour moi, qui est un ancien entrepreneur, c'est le multiplicateur des revenus par 4,5. Donc, si je résume, une entreprise X est arrivée chez nous au début de l'accompagnement, faisait 100 000 $ de vente. À la fin de l'accompagnement, elle faisait 450 000. Donc, on a aussi démontré une capacité à générer de l'activité économique dans nos startups. Donc, on ne fait pas juste les accompagner de la création, on les accompagne aussi dans leur croissance. Si on fait le tour des programmes, donc, là, j'espère que vous allez finir par démêler un peu, parce que les gens, à un moment donné, viennent tout mêler. Là. Fait que Novarium, c'est le bâtiment, la capacité structure d'accueil. Flow, c'est le programme qui est virtuel. Donc, quand on accompagne une entreprise à Waterloo, elle peut venir passer du terrain au ski, mais on peut l'accompagner sur le terrain via l'accompagnement de Flow qui est virtuel. Et là, vous avez vu différents programmes, différentes choses qui ont été annoncées. Là, je vais vous donner plus les détails de où on se place dans le continuum d'accompagnement. Présentement, c'est ce qu'on a dans le pipeline d'accompagnement actuellement. Puis là, on va retrouver les types, mais on va à gauche de l'écran, c'est plus de la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Plus on va vers la droite, plus c'est des entreprises qui sont matures. Startup 101, donc comme je vous disais, c'est je suis étudiant gradué, je suis chercheur, je travaille déjà dans une entreprise, j'ai une idée, mais je ne sais pas encore comment ça peut devenir une entreprise. C'est Startup 101 qui est tout à fait indiqué pour vous. Si vous avez votre idée et vous dites « OK, là, je suis prêt à faire un premier plan d'affaires, à faire des premiers prototypes de produits », là, on va plus sur l'incubation, immersion. So, nous, on peut en faire un peu, comme je disais, beaucoup avec des partenaires qui ont démontré une expertise dans tout ça. Donc, c'est 2 degrés à Québec, comme je vous disais, Santec à Montréal, ou même ici, Entrepreneuriat UQAR.
Après ça, on rentre dans les programmes d'accompagnement. Les entreprises sont déjà en fonction. Donc, ils ont déjà des produits, ils ont déjà des employés. Donc, FlowPro, ça vient avec un financement de 30 000 pour aider à faire des prototypes, sites web, mise en marché, validation. Ça vient aussi avec des entrepreneurs en résidence, des coachs, des services financiers en résidence, des services de brevets, par exemple. Et l'autre volet de ça, qu'on vient de terminer justement avec le port de Québec, Montréal et Trois-Rivières, c'est Canal. Ça, c'est plus, on appelle un venture studio ou l'innovation ouverte pour rapprocher les startups des grands donneurs d'ordre. Donc ça, on va le déployer éventuellement aussi avec les armateurs puis avec les chantiers maritimes. Donc ça, étant donné que c'est plus près du marché, c'est avec un financement majoré à hauteur de 50 000 $. Donc, dans le cas du Futur Océan, une des startups qui a été choisie par les 3 ports va être physiquement avec Mouski, puis il va y avoir des premières rencontres de projet avec les 3 autorités portuaires. Ce qui vient aussi, on est au Québec, on fait partie de l'écosystème canadien et nord-américain. Donc, on travaille sur de l'accompagnement qui est plus national, notamment avec Ocean Supercluster, avec The Coast qui est sur en Colombie-Britannique, et Braid Theory qui est à Los Angeles. On s'est rendu compte qu'il y avait plus de clients canadiens dans le portefeuille de Braid que les gens Halifax. Donc, on les a découverts, nous, via des entreprises qu'on rencontrait. Fait que c'est un centre d'accélération qui est spécialisé aussi dans le niveau carburant. Donc, vous allez voir, quand je vais vous présenter la zone, c'est très large. Ce qui se fait à Los Angeles présentement est assez unique au niveau du remplacement du diesel par l'hydrogène. Donc, on sait qu'il y a des enjeux globalement autour de ça. Nous, on est privilégiés parce qu'on a l'hydroélectricité. Ceci étant dit, cette énergie-là n'est pas applicable à tous les équipements, par exemple, dans un port. Donc, ces partenariats vont nous chercher des choses qui sont pertinentes de ce côté-là. Donc, c'est ce qu'on est allé chercher avec Braid Theory. Et évidemment, ce qui était toujours un peu problématique, vous le vivez en financement de la recherche, mais on le vit aussi en financement des entreprises, on est allé chercher la capacité de financer nos startups. La majorité de ce qui est fonds climatiques, ce qu'on appelle les fonds verts, c'est quelque chose qui est plus connu, qui existe depuis 10, 15 ans. Tout ce qui est à droite, la majorité n'existait pas il y a 2 ans. Donc, on voit vraiment une émergence de fonds d'investissement aussi au niveau de l'économie bleue, qui sont vraiment identifiés l'économie bleue, financés sur des hypothèses d'économie bleue. Donc, c'est vraiment ça aussi, puis c'est ce qu'on amène avec Novarium et avec la zone aussi, des nouveaux partenaires de financement au Québec. Donc, Bleu Impact va maintenant s'appeler SIC H2O, donc ils ont changé de nom cette semaine, est au Québec, mais il y en a d'autres qui sont au Canada et en Europe. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on amène autour de la table. Donc, je n'ai pas de questions sur Novarium, qu'est-ce qu'on fait, commentaires, avant de donner des dates. Oui, Guillaume. Il y a beaucoup d'ententes qui ont été signées pour des mois, des dernières années, partout dans le monde. C'est quoi un peu l'entente? C'est quoi? On parle de corridor d'échange entre les grands donneurs d'ordre et les startups. Il y a beaucoup de solutions qui sont recherchées, mais la façon de connecter ce qu'une jeune startup peut offrir, ce que les grands donneurs d'ordre ont besoin, il y a comme finalement, ils ne fréquentent pas les mêmes endroits, ils ne fréquentent pas les mêmes cercles. Avec ces partenariats-là, ça nous donne accès à peu près à, incluant le Québec, à 2000 startups. Puis avec beaucoup de donneurs d'ordre. Donc, ce qu'on a ici, les ports, les armateurs, chantiers maritimes, on a l'effet miroir avec qui on signe aussi en Europe, aux États-Unis. Fait que si, par exemple, le port de Québec lève la main et dit moi, j'ai besoin d'une technologie, je ne sais pas, pour réduction des bruits quand on dépose des conteneurs. Je dis ça comme ça, là. Avant, on se disait à qui on peut bien demander cette solution-là? Parce qu'eux, ils veulent la solution pour hier. Fait que là, ce qu'on fait maintenant, on demande à tous nos partenaires dans le monde, à ces 2000 startups-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la solution? Puis là, s'ils disent non, là, on descend d'un étage. On demande à nos partenaires centres de recherche,
au centre de transfert technologique, avez-vous la solution? S'ils disent non, ben on dit, ben là, il faut bâtir la science, puis là, on vient vous voir dans les universités. Fait que c'est un peu, on a comme changé, je dirais, l'entonnoir, où, historiquement, en sciences fondamentales, on découvrait quoi, on l'amenait l'applicatif. Là, nos grands donneurs d'ordre, puis ça peut être une PME aussi, vont tirer sur l'innovation, mais on va tirer sur quelque chose qui est bien pragmatique, sachant que les startups n'ont pas toutes les réponses. Puis les centres de recherche n'ont pas toutes les réponses. Fait qu'on essaie de rendre cet échange-là plus global avec un réseau. Bon, la zone bleue, j'ai pas de date. Parce que si je dis la date, tout le monde va partir. Ils vont dire, bon, c'est parfait. Si je vous donne quand même une mise à jour, là, tout le volet administratif est réglé et conclu. Et là, on est plus dans une dynamique où on est au niveau du volet politique, où eux veulent un narratif puis des conditions propices d'annonce. Je vous dirais que on est en attente, on est au service, on échange avec eux, mais j'ai malheureusement, en date d'aujourd'hui, pas de date à vous donner. Comme on dit souvent, c'est le privilège du gouvernement du Québec de faire ces annonces-là. Ceci étant dit, j'espère que vous voyez déjà une petite différence sur comment l'économie bleue est présentée, puis la portée qu'on a dans les médias, puis dans certains projets. Fait que je vous dirais qu'on travaille évidemment avec des ressources réduites, déjà dans un esprit de zone d'innovation, même si on n'a pas la dénomination. Mais ceci étant dit, les signaux qu'on a sont extrêmement positifs. Puis merci à tous ceux qui ont contribué aussi à monter ce dossier-là. Je dirais qu'on est un peu en apnée, en ce sens que le dossier a été présenté, il a été analysé par la fonction publique. Puis là, on est comme dans une zone où on ne peut pas changer tant ça le projet parce qu'on le présente aux instances politiques. Fait que là, c'est la partie plate un peu. Là, on rentre dans une période de peut-être 1, 2, 3 mois où là, il faut verrouiller un peu la machine et s'assurer que le message est clair de ce côté-là. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire c'est quoi l'économie bleue. Je pense que vous le savez, que vous avez tous chacun un peu votre définition. Moi, j'aime bien dire que c'est ce qui est sur l'eau, ce qui est dans l'eau, ce qui est sur les berges. C'est à peu près la bonne définition globale. Pourquoi on parle maintenant d'économie bleue? Vous allez voir, la zone est très transversale. Ça va du pêcheur artisan jusqu'aux applications biopharmaceutiques, chantiers maritimes, tout ce que vous faites dans vos labos. On a voulu sortir, parce que des fois on parle de biotechnologie marine, des fois on parle du maritime. Puis là, c'était comme des silos, puis qui ne se parlaient peut-être pas de façon optimale. Donc, on a voulu abattre ces silos-là. C'est des chiffres que vous avez vus de façon très générale. Ça varie en fonction des sources, mais le secteur maritime, l'économie bleue, c'est gros. Puis moi, ce que je dis souvent aux gens avec qui je parle, il faut être plus agressif, il faut être plus tenace, il faut mieux communiquer sur l'importance de l'économie bleue, parce que souvent, on en entend parler seulement quand il arrive un événement. Parce que les gens prennent l'économie bleue pour acquis. On n'en parle pas, sauf quand il y a une grève pour le maritime du Saint-Laurent. Là, tout d'un coup, ah oui, c'est donc bien important, puis ah oui, c'est vrai, il y a 80%, puis on se doit tous aussi d'être un peu des ambassadeurs, de dire, ben non, ça c'est, t'as tes pneus d'hiver parce qu'ils sont venus en bateau d'Asie, puis tu peux manger ça parce qu'il y a eu cette technologie-là ou ce médicament-là est passé via des recherches en biotechnologie marine. Donc, je pense qu'au-delà de ces chiffres-là, je pense qu'il faut défendre jalousement le label économie bleue. Puis chaque fois qu'on passe d'économie bleue, levez la main. Donc, je compte sur vous là-dessus, mais je pense que je prêche déjà des convertis. Ceci étant dit, même si on est gros comme secteur, on n'est pas si gros que ça. Les cercles, c'est le pourcentage du PIB, économie bleue, pour chaque province. Donc, il faut dire que Terre-Neuve, avec 20%, l'économie bleue est très importante. C'est sûr que c'est un effet pervers parce que plus l'économie est grosse, plus qu'elle est diversifiée, plus qu'on est dilué. Donc, dans le cas de Terre-Neuve, évidemment, les pêches, tout ce qui est relié au maritime est extrêmement présent.
Nous, on est à 0,6 %. C'est quand même 2,5 milliards par année de récurrence économique au niveau du PIB. Nous, l'objectif qu'on se donne, c'est la moyenne canadienne, 1,6 %. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est rattraper le Canada. On dit que le pôle de diversité économique du Canada est quand même relativement représentatif du pôle du Québec. Puis, si on veut démontrer qu'on a eu un impact dans notre filière, il faut minimalement se rapprocher de la moyenne canadienne. Notre mission, et là, je vais la lire. Ça a été écrit avec plusieurs mains et à peu près 43 virgules. Fait que, excusez-moi si je la lis. C'est fédérer et déployer l'écosystème d'innovation bleue et durable en misant sur une expertise de valorisation de bioressources marines à fort potentiel de croissance, de la navigation durable et du génie océanique, ancré dans des milieux de vie attrayants. Fait que, je ne la sais pas par cœur encore, je vous le dis. Je vous disais tantôt, 2,5 milliards de dollars au Québec en récurrence. C'est une filière, je ne vous l'apprendrai pas, qui est très complexe. C'est plus de 1000 entreprises qui va du pêcheur artisan jusqu'au chantier maritime de Lévis. Plus de 200 membres institutionnels. Ça, c'est les données qu'on a, par exemple, avec le réseau RQM. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'économie bleue, puis beaucoup de gens qui peuvent contribuer. Donc, nous, le défi qu'on se donne aussi, c'est de fédérer tout ça. C'est-à-dire qu'à terme, j'aimerais avoir 1200, 1300 parties prenantes, que tout le monde travaille ensemble. Il y a déjà des passerelles. Je pense qu'on peut être meilleur encore à travailler entre les entreprises et les institutionnels. Thématique, là, je ne chicanez-moi pas, puis là, je vais vous mettre une figure, puis vous allez tous chercher, moi, je suis où dans la figure, là? Je veux dire, on va trouver une place pour tout le monde. Le défi qu'on avait, c'était pas de se retrouver avec 43 thèmes, 200 axes, pour essayer de représenter tout le monde, puis que tout le monde se sente aimé. Puis je vous dis pourquoi, parce qu'une zone d'innovation, je tiens à vous rappeler, c'est les meilleurs travailler avec les meilleurs. Fait que si j'ai 43 axes, ben, le gouvernement du Québec va me demander, ouais, mais Martin, c'est bien beau 43, là, mais on est les champions dans lesquels. C'est pour ça qu'on a, avec les partenaires, on a travaillé beaucoup avec l'UQAR aussi, les centres de recherche pour essayer, puis les entreprises, pour essayer de trouver un narratif où tout le monde peut trouver sa place au soleil, sans non plus avoir une figure qui prend 43 jours à lire. 2 thèmes majeurs. Premier, bioressources marines à fort potentiel de croissance. Le deuxième, navigation durable et génie océanique. Je vais reprendre les axes un par un de ce côté-là. Donc, c'est vraiment les 2 positions où on pense qu'on peut avoir des projets, où on a déjà des projets et on peut avoir des projets extrêmement structurants. Premier axe, et là, vous avez un panaché là, sur l'ensemble de l'Est du Québec. Comme Guillaume l'a mentionné, c'était initialement 2 projets, un à Rimouski, un à Grande-Rivière, qui ont été fusionnés sur l'ensemble de la thématique économie bleue. Donc, on voyait des allers-retours entre les thèmes, mais les thèmes gaspésiens sont présents aussi. C'est important. Là, Innovation Mérinov, ça a déjà été annoncé en juin. C'était 33 millions de dollars. Un projet extrêmement structurant qu'on a présentement dans les cartons. C'est tous les projets reliés à l'aquaculture. Je n'ai pas le chiffre de mémoire, mais l'Ontario fait plus d'aquaculture que le Québec. Malgré le fait qu'on a l'expertise, qu'on a l'énergie, qu'on a une qualité d'eau exceptionnelle, et ça, on veut donner un gros coup d'accélérateur de ce côté-là. Et après ça, on veut se donner aussi des infrastructures au niveau de l'accueil de l'entreprise en Gaspésie. Donc, un copier-coller d'un ovarium par l'accompagnement en Gaspésie qui va être hébergé au hub d'innovation de Mérinov. Je vais vous donner les chiffres globaux de l'ampleur du projet de zone à la fin. Vous voyez comme un continuum. On pêche, on fait de l'aquaculture. Donc, évidemment, il faut transformer cette biomasse-là. Donc, c'est le deuxième axe. Là, vous voyez, ça se rapproche un peu de l'expertise qu'on peut avoir ici, l'expertise du CRBM, globalement autour de ça.
mais beaucoup l'expertise autour de Mérinov, évidemment. Et l'Université Laval aussi, là, en sciences des aliments. J'ai mentionné juste une fois l'Université Laval, je suis correct. Ouais, OK. Troisième axe, évidemment, c'est biotechnologie marine de façon générale. La grosse portion de l'investissement, tant au niveau infrastructure qu'accompagnement d'entreprise, c'est rattaché au CRBM. On est en train de travailler là, avec la nouvelle direction sur une façon de déployer plus de capacité d'accueil au niveau du CRBM pour des projets qui sont dans les pipelines. Si on va sur le deuxième thème, là, vous voyez qu'en partie, on se rapproche plus un peu de Rimouski, lentement mais sûrement. Donc, navire du futur, je pense qu'on parle de trottinettes électriques, d'autobus électriques, d'ambulances électriques. On serait peut-être un peu mal avisé de ne pas travailler sur des bateaux électriques, des bateaux à l'hydrogène, des bateaux hybrides, des bateaux avec du biocarburant. Donc, ça, c'est une thématique qui est extrêmement importante de ce côté-là. Un autre volet, on se rend compte qu'on a développé une expertise avec notre capacité de faire l'acquisition de données avec nos stations qui ont été développées, donc navigation intelligente et autonome. Donc ça, c'est tout le volet de bateaux qui sont plus efficaces, mais aussi de drones sous-marins, drones de surface. Donc c'est vraiment un volet qui est extrêmement important globalement. Et le dernier axe, on ne peut pas passer à côté. Donc, tout ce qui est relié changement climatique et préservation des écosystèmes marins. Donc, il y a des projets qui sont présentement en cours, on espère être renouvelés, déploiement de technologies turquoise. Donc, on voit de plus en plus de projets qui sont en mi-chemin entre l'économie verte, l'économie bleue, le turquoise. Et évidemment, on attend aussi avec beaucoup d'intérêt le déploiement d'apogées, qui est carrément sur cet axe-là. Donc ça, c'est un apport important dans notre capacité là, de générer du savoir dans le cadre de la zone. Ce qui est important aussi, pour moi c'est important, je ne sais pas pour les décideurs, mais c'est un axe dans la zone, c'est tout ce qui est relié au milieu de vie. On a beau avoir de la super belle science, on a beau avoir des super belles entreprises, mais si on n'a pas la capacité d'attirer les gens, qui puissent utiliser nos laboratoires, nos bancs d'essai ou nos partenaires financiers dans un milieu de vie qui est agréable, ben on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Donc, milieu de vie, Rimouski, Grande-Rivière, avec Sainte-Thérèse de Gaspé. Là, je vous fais grâce de la liste, là, mais ça va de l'infrastructure de parcs industriels, parcs technologiques, capacité d'accueil de start-up, jusqu'à des résidences étudiantes. Donc, c'est très large, les investissements qui sont déployés dans ce contexte-là. La même chose à Rimouski. Donc, il y a des choses qui sont déjà faites, il y a des choses qui arrivent et qui sont cohérentes aussi avec la zone. Donc, ne serait-ce que l'ABécole, pour des entrepreneurs de l'extérieur ou des chercheurs qui veulent venir s'installer à Rimouski. l'ABécole, c'est quand même une proposition de formation qui est intéressante pour leurs enfants. C'est sûr que ça, c'est le côté un petit peu plate, là. Après ma présentation, je ne m'assoirais pas sur le coin de la table et dire venez me voir, là, puis on va discuter ensemble comment je peux financer vos projets de recherche. Ça fait partie de l'écosystème, mais les zones, c'est au ministère de l'Économie. C'est bien plat, mais c'est ça. Donc, c'est d'abord et avant tout un programme économique de valorisation de l'innovation, mais via des partenariats. Donc, c'est là que vous retrouvez vraiment l'importance du développement international, des interactions, des investissements directs étrangers. Donc là, vous voyez probablement pour vos cahiers le presse à faire des dernières semaines. Là. Donc, on est vraiment dans cette approche-là de création de valeur pour le Québec. C'est pour ça que les zones sont mises en place, mises de l'avant, mais aussi l'interaction internationale pour attirer des investissements étrangers. Comme je vous disais, et là, c'est comme un horloge de décompte en temps réel. Là. Donc, ce montant-là était vrai quand on a fait la présentation il y a quelques jours, mais il va changer, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Pour la première phase de la zone sur 5 ans, on parle d'1 milliard de projets, à peu près à la louche.
partenariat privé, tiers, gouvernement du Québec, le tiers. Puis après ça, ben, les municipalités venant du Canada viennent compléter ça pour l'autre tiers, globalement, dans ce sens-là. Évidemment, la première phase demande plus d'investissement privé public, parce qu'il y a des mises à niveau d'infrastructures à faire qui sont presque uniquement payées par le public. Mais c'est quand même exceptionnel qu'on soit capable d'avoir quand même le tiers d'investissement privé d'entreprise. Et là-dedans, je ne compte pas les gros projets qui ne sont pas 100% zone. Par exemple, le 10 milliards à la dairie, évidemment, il n'est pas là. Le 1,4 milliard d'agrandissement du port de Montréal n'est pas là. Mais c'est des choses qui sont dans les investissements à long terme qui vont avoir besoin du volet innovation pour s'assurer que les navires, que les infrastructures portuaires sont encore à jour dans 20, 30, 40 ans, puis ont besoin de l'expertise en innovation pour s'assurer qu'ils préservent l'écosystème puis que ces déploiements-là soient faits de façon adéquate. Donc, c'est purement des projets qui sont, excusez l'anglicisme, tagués zone d'innovation, qui font ce montant-là global d'investissement. Oui, Luciano? En fait, je m'appelle ça nous donne une Oui. Tu parlais de Novarium, tu veux qu'il devienne top 5 en 2025. C'est quoi les indicateurs qui vont dire que vous êtes maintenant top 5? C'est-tu les 6 indicateurs que vous aviez? Oui, les indicateurs qu'on Je peux répéter les questions pour ceux Ah qui oui. sont en ligne. Oui, Chano voulait savoir quels sont est-ce qu'on va mesurer les métriques pour indiquer qu'on va être dans le leader en 2025. Puis oui, c'est effectivement les indicateurs que je vous ai donnés. Taux de survie, taux de financement. Après ça, que je ne vous ai pas présenté, mais il y a aussi du rayonnement. Là. Donc, le nombre de citations qu'on obtient, le nombre de visites qu'on a dans nos événements ou sur nos plateformes en ligne. Donc, c'est ce genre de métriques-là. Donc, on a déjà démarré sur des métriques qu'on sait qu'on peut benchmarker avec d'autres organisations. Et l'autre question, c'est est-ce d'aller au top 5 en 2025 sur les top 6 maintenant, spécialement tout ça. Si on est top quoi maintenant? Là, honnêtement, présentement, on est en train de faire le mapping de qui et où. Fait que là, on est le seul au Québec. Fait qu'on est le premier au Québec. Après ça, on va benchmarker le Canada, on va benchmarker l'Amérique du Nord, après ça, le monde. Fait qu'on va avancer aussi d'une façon progressive par rapport à notre benchmark, globalement, de ce côté-là. Mais donner un ordre de grandeur, l'Ocean Super Cluster, avec le projet Startup, qui est une super belle plateforme, qui est super ambitieuse, pour l'ensemble du Canada. Ils ont fait 90 l'année passée. Puis nous, on a fait 40 au Québec. Il y a de la place pour aller chercher ce niveau de performance. Puis si on est sixième, on se mettra pas en petite boule à pleurer. Là. Ça, c'est une vision. Là. C'est l'autre commentaire, tu parlais de la question d'innovation. Peut-être aider la question en disant que tu peux choisir le jour, mettons. Ça va être un mercredi. Oui, c'est vrai. Ça va être entre un lundi et un vendredi pour l'annonce. Ouais. Oui, il y avait une autre question aussi. La question, c'est juste de savoir par rapport au réseau du Québec maritime. On parle de zone bleue. C'est-à-dire le Novarium. Oui, bon, la question, c'était le positionnement du réseau de Québec maritime par rapport à Novarium, par rapport à la zone bleue. Le réseau Québec maritime, de ce que j'en comprends, puis là, je regarde Guillaume, qui est le papa de ça, puis je regarde Gwenaël, qui est maintenant en charge, puis là, j'espère que je vais dire la même chose, mais c'est une fédération des forces vives du volet recherche et développement. La zone, je vous l'ai dit, c'est un projet économique. Donc, la zone d'innovation au Novarium ne vont jamais faire de la recherche. Je vous mets au défi de trouver un laboratoire chez le Novarium. C'est comme le premier étage de fusée, il faut qu'il reste là, il faut qu'il soit solide. Deuxième étage, bien là, on commence à travailler plus avec des PME, des startups, et aussi des grands donneurs d'ordre après. Ce que nous, on espère, à la lumière de ce qu'on a vu dans d'autres modèles ailleurs, puis des ressources qu'on a, c'est s'assurer que la traduction ou le partage d'informations entre des regroupements comme Québec maritime et les entreprises soit plus fluide, puis fassent des projets qui soient plus pertinents et plus intéressants pour tout le monde.
Mais nous, on n'a aucune prétention d'aller faire de la recherche demain matin. Ça, je vous rassure par rapport à ça, on est vraiment dans le volet valorisation développement économique. Oui, José? On va parler du Ocean Supercluster, justement, comment est-ce que le Novarium collabore avec cette entité? Oui, ben, la question était relativement au Ocean Supercluster. Donc, pour ceux qui connaissent peut-être moins ça, Ocean Supercluster, c'est une des 5 supergrappes canadiennes qui est dédiée à tout ce qui est océan. On en a une au Québec, qui est Scale AI, qui est en intelligence artificielle, puis les autres sont en Ontario, l'ouest du Canada. Donc, l'Ocean Supercluster est surtout basé dans les maritimes, même un mandat canadien. Donc, nous, on travaille avec eux sur création d'intelligence de marché. On va chercher l'information, comment se positionne le Canada ou le Québec par rapport, c'est justement pour les classements d'accélérateurs, tout ça. Donc, ça, on travaille avec eux. On travaille avec eux aussi sur tout ce qui est l'accompagnement des startups. Donc, on était au Startup Fest avec eux cet été pour l'Ocean Fest. C'est un événement qu'on a fait ensemble à Montréal. Donc, on trouve vraiment une pierre une base de collaboration sur l'accompagnement des entreprises. La différence entre l'Ocean Supercluster et nous, l'Ocean Supercluster, il y a un gros volet politique publique policies. C'est d'un océan à l'autre, comment le Canada avec un grand C se positionne. Nous, on est moins là, on est beaucoup plus entreprise, projet structurant, investissement. Mais on est complémentaires. Donc, de ce côté-là, il y a des annonces qui viennent où on va partager les mandats, puis nous, on va prendre un mandat plus canadien. Ocean Supercluster n'est pas présent. Et vice-versa. Oui, je m'appelle Dominique Robert, professeur aussi à l'ISFAR. Je me demandais par rapport au Novarium, puis compte tenu des plans là, de la zone bleue, est-ce que le Novarium présentement est utilisé à quel niveau de sa capacité? On est présentement à peu près à 80%, Quand même. incluant la garderie. Parce que quand on parle de l'importance du milieu de vie, tu as beau avoir le plus bel environnement de recherche, si tu es obligé d'emmener tes enfants dans ton bureau, ça ne travaille pas super bien. Dans la vision globale de comment on positionne la zone, incluant le Novarium, c'est un peu ça. On est à près de 90% sur des négociations en cours avec des locataires potentiels. Évidemment, nous, ce qu'on se dit, si on manque de place, il y a quand même un voisin en face, avec Campus Santé, avec qui on peut faire une entente stratégique, parce qu'on travaille déjà avec eux. L'enjeu de croissance, en tout cas à court et moyen terme, n'est pas problématique. C'est sûr, après, on peut accueillir plus, mais là, c'est plus des gens qui vont être dans des espaces de coworking où on remplit plus l'offre un peu. Là. Puis ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Je pense ici à Lucas, vous êtes rendu champion du monde pour optimiser pieds carrés. Là, je vous dis que les taux d'utilisation actuels, c'est 100 mettre 2 personnes dans un bureau, c'est un taux d'utilisation confortable avec un coworking qui n'est pas un coworking temps plein pour certaines personnes, qui est plus un in and out, mais il y a encore un petit peu de capacité d'accueil. Puis je n'ai pas fait le contexte historique, là, mais on n'est pas devin. Novarium, ce n'est pas la première action de la zone d'innovation. C'était le résultat des zones industrielles-portuaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il y avait 15 ou 16 ports qui avaient été labellisés dans l'ancienne stratégie maritime comme zone industrielle-portuaire. Nous, on avait été labellisés zone industrielle-portuaire à caractère innovant. Puis le résultat de ça, c'était de dire que ça prend un bâtiment comme Novarium. Fait qu'on a fait comme un peu à l'envers, parce que si on est, par exemple, dans la zone d'innovation à Bromont, au Atlantique, eux, ils n'ont pas encore leur accélérateur. C2MI est en train de le développer, pour potentiellement le lancer dans les prochains mois, voire dans la prochaine année. Nous, à cause de ça, l'accélérateur est venu avant la zone, et c'était à cause des autres projets qu'on avait en cours avant. On a une question de Lucie Beaulieu en ligne. Bonjour Lucie. Ah, puis c'est là, en plus, tu n'as même pas tapé. Salut, je suis à l'Université Laval, désolée de le dire, mais c'est Là, ça a été dit 2 fois aujourd'hui. Mais j'adore Rimouski et comme tu sais, je suis au réseau Québec Maritime avec l'Institut France Québec Maritime. Merci beaucoup, Martin, pour l'information. C'est vraiment intéressant. Moi, je me demandais comment tu voyais un peu les maillages entre la zone bleue puis la recherche à l'université, parce que moi, je vois quelque chose de très bien qu'on fait déjà aussi dans le domaine bioalimentaire, c'est de prendre des questions ou des problèmes
problématiques soumises par des entreprises, mais les prendre puis les soumettre à des étudiants qui sont soit à la maîtrise ou au doctorat, qui peuvent donner des solutions concrètes. C'est comme des petits projets qui font sur 45 heures à peu près en équipe multidisciplinaire qui répondent vraiment à quelque chose de concret. C'est un programme qui est nouveau pour nous, c'est Ça relève, mais moi, je vois bien que ça pourrait faire l'objet de tous les thèmes que tu as mentionnés. Je ne sais pas comment tu vois ça, ce genre de maillage-là. Bien, c'est sûr que dans le cadre de la zone, il n'y a pas de projet ou de financement vraiment dédié à ça. Mais nous, je vous dirais, si je veux résumer, c'est quoi la zone aussi? C'est un facilitateur de projet. Fait que c'est sûr que pour nous, tant le chercheur qui a une technologie, qui pense qu'il y a un potentiel, qu'une entreprise qui cherche quelque chose, ben nous, de mettre en contact, c'est pas mal plus ça qu'on va faire pour s'assurer de répondre aux besoins des deux parties. Mais c'est un point qui est super important à mettre de l'avant, qui est un peu l'angle mort des zones d'innovation, parce que les projets ont changé un petit peu dans le temps. Parce qu'à Bécancour, ben là, il y a l'université, mais au côté du fleuve, le concept initial de zone d'innovation a évolué dans le temps entre la première présentation puis aujourd'hui. Un volet qui est extrêmement important, je pense que c'est la force de notre zone, c'est la capacité de former les chercheurs de demain. Ça fait partie de l'écosystème parce que quand je parle d'investissement, de nouvelles entreprises, d'attirer des entreprises étrangères, bien pour eux, ce qu'ils viennent, c'est chercher notre bassin aussi d'expertise. Puis dans ce bassin d'expertise-là, oui, il y a des professeurs, oui, il y a des chercheurs, mais il y a aussi nos étudiants. Donc, c'est un volet, effectivement, qui est extrêmement important dans le premier étage. Je vais former le premier étage de la fusée comme pour le RQL. Nos étudiants gradués ou même nos stagiaires d'été qui viennent chercher une approche ou un angle différent sur ce qu'on fait, ben oui, c'est un volet qui est extrêmement important. Ben, c'est parce que ce qui m'a fait penser à ça, c'est quand tu mentionnais que justement, vous allez regarder par rapport aux entreprises, c'est quoi des problématiques, puis là, après, vous allez venir vers nous si vous avez des besoins. Ben, c'est là où je vois que ça peut être quelque chose d'intéressant. Puis nous, entre autres, ben, on peut aller chercher des financements ailleurs que dans la zone bleue pour compléter. Comme ben là, pour l'instant, nous, c'est avec le bioalimentaire, c'est le MAPAC, mais on a ce genre d'initiative-là, puis les ministères, ils aiment ça aussi, appuyer ça. Donc, en tout cas, je le mentionne. Peut-être que ça donnera des idées à d'autres aussi. Il y a d'autres choses qui sont présentement en cours. Là, je pense que Chano travaille là-dessus aussi, là, des chars interordres où on veut justement que les projets de recherche, donc notamment les étudiants, ben oui, voient le milieu universitaire, mais voient aussi le milieu collégial ou un CCTT. Fait que je pense que ça va venir mélanger les choses de façon intéressante. Puis tu mentionnais les FQM. Ben, je pense aussi que ça va venir peut-être aussi brasser des collaborations hors Québec pour des projets de recherche, pour l'attraction d'étudiants étrangers ou d'étudiants gradués. Je pense que c'est plein de possibilités, là, ça c'est clair. Une mer de possibilités. Merci. Oh, jeu de mots. Merci. Merci, Lucie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne? Oui. Merci pour la présentation, puis merci d'avoir posé la question sur la différence RQM zone d'innovation. J'avais une question plus sur les thématiques, Oui. les deux thématiques. Je sais que tu... Non, t'es pas dedans. Oh non. Non, c'est pas ça. J'ai comme surprise de ne pas voir. Je pense que ça va dans. Vous avez appelé ça génie océanique. Oui. Tout ce qui est les solutions basées sur l'océan de réduction du carbone, par exemple. Oui, il est dans le troisième axe, Okay. qui est dans l'axe plus environnemental. Là, C'est donc, ça, oui. c'est là-dedans, en fait. Fait que c'est le projet qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci là, de captation. Oui, c'est pour ça que j'étais surprise de ne pas le voir clairement affiché avec les mots, les buzzwords. Là, comme Mais il est dans la liste d'entreprise. C'est ça, mais c'est le genre de... Je vous dirais, c'est ça la beauté de la zone. Puis là, c'est sûr que vous ne le voyez pas parce que moi, je suis comme au début, là. Mais je vois des projets d'aquaculture, des volumétries qu'on n'a jamais vues avant. Je vois des projets comme, je ne sais pas Voldemort, on va dire le nom, là, comme Deep Sky, qui regarde des technologies de captation de CO2 dans l'océan. On voit des projets en intelligence artificielle, on voit des startups qui viennent de Waterloo. On vient des startups qui viennent de Sherbrooke, des écosystèmes qu'on connaissait moins. Fait que je pense qu'on est juste au début. On fait juste gratter la surface du potentiel de ce que la zone va nous amener, tant au niveau du point de vue géographique que du point de vue thématique et de partenariat
le fun et inspirant de ce côté-là. Puis, une des belles surprises, c'est l'intelligence artificielle. Dans nos startups, le 2/3, voire le 3/4 des startups utilisent soit au cœur de leur technologie ou en périphérie de leur technologie. L'intelligence artificielle, notamment WellSeeker, ils vont être ici demain pour une activité là, avec Entrepreneuriat UQAR. Puis, au début, on ne pensait jamais que l'intelligence artificielle serait aussi présente dans nos startups. Fait que je pense que c'est un univers qui va ouvrir beaucoup de portes, oui, pour les entreprises, mais particulièrement pour vous, parce que souvent, les chercheurs, vous êtes comme toujours les early adapters. T'sais, vous êtes les premiers à travailler sur quelque chose. Fait que je pense qu'on va avoir du plaisir dans les prochaines années, ça c'est clair. Si, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a en ligne? Vous avez d'autres questions? Je pense que Martin, on est épuisé. Oui, pas mal épuisé là-dessus. Je te remercie beaucoup pour ta présentation. Merci beaucoup, c'est grandement apprécié. Je...